bonjour, bienvenue à bord des Vedettes de Paris. Je m'appelle Valérie, je suis guide conférencière et nous allons passer 1 heure ensemble. Nous allons nous rendre à l'est de Paris. Moi aussi, je peux avoir un petit cœur. Je peux en avoir un petit cœur. Oh, c'est joli. Merci, cette fille. C'est quoi ton joli prénom? Comment tu t'appelles? Eden. Tu es en personne, hein? Merci, jeune fille. Donc, je m'appelle Valérie. Nous allons passer donc 1 heure ensemble, nous rendre à l'est de Paris et revenir ici au pied de la Tour Eiffel. Ladies and gentlemen and the children, welcome on board of the Vedettes de Paris. My name is Valérie, I'm tour guide. We are going to spend 1 hour together, going to the east limit of Paris and coming back here at the bottom of the Eiffel Tower. Bonjour jeune homme, tu t'appelles comment toi? Comment? Idriss, dis-moi, tu connais le nom de ce monument à droite, Idriss? La Tour Eiffel, bravo. Tu as droit à un tour gratuit sur toi-même. D'accord? Et toi, tu t'appelles comment? Alice, dis-moi, tu sais qui est-ce qu'il y a? Alors, c'est plus difficile, mais tu es plus grande que Idriss. C'est ton frère? Et Alissa, tu sais qui est-ce qui a construit la Tour Eiffel? Voilà, mais c'est pareil, c'est formidable, ces enfants, ils savent tout. Alexandre Gustave Eiffel qui a construit cette tour de 1887 à 1889. Vous savez, la construction était très rapide. Il a fallu 2 ans, 2 mois. Et combien de jours pour construire la tour? Combien de jours pour construire la tour? Combien de jours pour construire la tour? Aucune idée? Oui, tu le sais, toi. 5 jours. Timothée, bravo, un tour gratuit sur toi-même aussi. Alors pourquoi c'était si rapide? Tout simplement parce que la tour elle est construite avec des rivets. Alors, nous avons 2 500 000 rivets. Alors c'est pas les rivets pop qu'on connaît aujourd'hui, hein. C'était des longues tiges métalliques qu'il fallait insérer dans les poutrelles et chauffer sur place. 4 personnes pour effectuer cette manœuvre. You know, the Eiffel Tower was built by Alexander Gustave Eiffel from 1887 to 1889. The construction was very fast. It took 2 years, 2 months and 5 days to build the tower. Why it was so fast? It's because Eiffel Tower is built only with rivets, 2.5 million rivets. You know Gustave Eiffel, before he built the tower, he was known all over the world because he built before in Hanoi, Vietnam. He built bridges. He built bridges in Portugal, in Spain, in France, in Vietnam. So in Egypt also, he built bridges. He built in Manila, Philippines, a church, San Sebastian Church. He built in Hungary, Budapest, a train station. And in New York, do you know what Gustave Eiffel he built in New York? Do you know? What did he build, Gustave Eiffel in New York? Do you have any idea? No? The metal part inside the Liberty statue was made by Gustave Eiffel. So he was known all over the world, but when he built the tower, it was the highest tower in the world at that time. 300 meters high. Now it's higher because we had an antenna for TV and radio. So total height 324. Alors Gustave Eiffel, avant de construire la tour, il était connu dans le monde entier parce qu'il avait construit des ponts auparavant. Il avait construit des ponts au Portugal, en Espagne, en France, au Vietnam, en Égypte. Il a construit aussi une gare ferroviaire à Budapest, en Hongrie. Il a construit à Manila, aux Philippines, une église. Et à New York, qu'est-ce qu'il a construit à New York? Est-ce que tu sais? Non? Tu connais pas le statut? Comment tu t'appelles? David, alors, quelle est la New York, David? Non? La statue de la liberté. La partie métallique, la partie métallique à l'intérieur de la statue de la liberté a été faite par Gustave Eiffel. Tu le savais, Timothée? Ah bah oui. Toi, tu es le premier de la classe, puisque. Pas loin. Oui, alors, il était connu dans le monde entier, mais quand il a construit la tour, c'était la tour la plus haute du monde à cette époque. 300 mètres pour la tour. Aujourd'hui, elle est plus haute, elle fait 324 parce qu'on a rajouté une antenne. Donc, ça a été la plus haute jusqu'en 1930. Après, elle sera dépassée par le Chrysler Building à New York. On your left, you see this building with columns. This is the Tokyo Palace, built in 1937 for the last World Fair we had in Paris.
And inside you have a modern art museum. Vous voyez sur votre gauche ce palais avec des colonnes. C'est le palais de Tokyo qui a été construit pour la dernière exposition universelle que nous ayons eue en 1937 et qui abrite le musée d'art moderne. Et sur votre droite, vous apercevrez un bâtiment avec des bulbes dorés, 5 bulbes dorés. Il s'agit de la cathédrale russe orthodoxe construite en 2016 par l'architecte français Jean-Michel Villemotte. On your right, you can see the Russian Cathedral Orthodox, which has been built in 2016 by the French architect Jean-Michel Villemotte. Et si vous regardez un peu plus loin sur votre gauche, juste avant le pont de l'Alma, vous allez apercevoir une flamme dorée. Est-ce que vous savez de quelle flamme il s'agit? Est-ce que tu sais, jeune homme? C'est quoi ton prénom? Ilyes, dis-moi. À qui appartient cette flamme, à ton avis? Comment? Une statue à New York. La statue de la liberté, exactement. La statue, c'est un cadeau des Américains. Quand nous, on leur a offert la statue de la liberté et qu'on a restauré la statue de la liberté, ils nous ont offert cette flamme. Cette flamme, maintenant, c'est le symbole de la princesse Lady Diana, parce que c'est en dessous que se trouve le tunnel où elle a eu son accident et elle est décédée en août 97. You see on the left side, you see the golden flame now on your left. This is the flame of the Liberty statue, because you know the Liberty statue was a gift from France to the United States. But the American offered the French this golden flame. Now the flame is the symbol of Princess Diana, Lady Diana, because it is underneath that you have the tunnel where she had her accident and she died in August 1997. Alors les enfants, regardez à gauche du pont, vous allez voir une statue d'un soldat qu'on appelle le Zouave. C'est un soldat du Second Empire. Look at on the left side, you see the statue of the soldier called the Zouave. You know, when we have the flood of the River Seine, it shows you which part of the statue arrived. In 1910, the river arrived until the shoulder of this statue. I was not born in 1910. Hein? Alors, cette statue, elle nous sert de baromètre. Vous savez, quand il y a des crues de la Seine, on se réfère à cette statue. En 1910, alors je vous rassure tout de suite, j'étais pas née en 1910, hein, mais la Seine est arrivée jusqu'aux épaules de ce soldat en 1910. Tu parles français, toi? Oui. Et alors, ceci... Pourquoi je m'approche de toi alors? Ce soldat, on l'appelle le Zouave. Alors c'est un soldat du Second Empire. Est-ce que toi, tu sais, est-ce que ça t'arrive de faire le Zouave, toi? Tu sais ce que ça veut dire faire le Zouave? Toi, tu ne fais jamais, mais c'est sûr que ton frère, il veut que c'est ton frère. Tu fais le Zouave, toi. Oui, ça t'arrive, hein. Et tu sais d'où vient l'origine du mot Zouave? Ça viendrait justement, faire le Zouave, c'est faire le clown, hein. Ça viendrait certainement des culottes bouffantes qu'avaient ces soldats. Tu vois, avec une grosse culotte bouffante, les mêmes culottes que portent les clowns. Donc, on dit que ça veut dire des étymologies. If you look on the left side, can you see those boats? Bateau mouche. That means fly boat. Why we call those boats fly boat? It's because the first boat that transported passengers on the River Seine was built in the district Mouche-Fly in the town of Lyon. Lyon is the town in the south of France, very famous for the gastronomy and the cirque. Hein? Vous voyez sur votre gauche les bateaux. Tu sais lire, toi? Oui? On les appelle comment les bateaux? Il y a marqué quoi? Bateau, avec un grand M à côté. Mouche. Alors, pourquoi est-ce qu'on les appelle les bateaux mouches, vous savez déjà? Hein? T'as une idée? Ils vont s'envoler, tu penses? Ça va venir. Ah, ça c'est sûr, parce que maintenant, avec les hydrafoils qui sont sur les côtés, c'est tout juste, ils ne s'envolent pas. Non, pas encore, mais on les appelle les bateaux mouches parce que le premier bateau qui transportait des passagers sur la Seine a été construit dans le quartier de la Mouche à Lyon. Vous venez de Lyon, non? Alors, on your left, you are going to see a palace with a glass roof. This is the Great Palace, built in 1900 for the World Fair. Inside this palace, we have temporary exhibition. For the moment, the palace is closed because it's on renovation. This is the reason why, maybe have you seen behind the Eiffel Tower, you have a new palace called Ephemer Palace, which has been built the time this one is going to be closed. And the one nearby the Eiffel Tower will be destroyed after the Olympic Games. And this one will be reopened before the Olympic Games. Hein. Regardez à gauche, donc ce grand palais avec un toit vitré, il a été construit en 1900 pour l'exposition universelle et il abrite des expositions temporaires.
Si vous faites attention, vous voyez, il y a des échafaudages et on voit des gens qui travaillent sur la verrière. Hein. Ce palais, il est fermé actuellement puisqu'il est en rénovation. C'est la raison pour laquelle on a construit juste en arrière de la Tour Eiffel, entre la Tour Eiffel et l'école militaire, vous avez un palais qu'on appelle le palais éphémère, qui a été construit pour pallier à la fermeture de celui-ci. Et le palais éphémère sera détruit après les Jeux Olympiques, tandis que celui-ci sera réouvert pour les Jeux Olympiques. Parce que dans chacun des palais, vous allez avoir des épreuves des Jeux Olympiques qui vont se dérouler. Vous savez que Paris, c'est la première ville au monde pour la mode. Hein? Donc quand on a des défilés de mode, ils se déroulent dans ce grand palais. Je suis sûre que mesdemoiselles, vous aimez la mode. Oui, vous êtes des fashion victimes. Oui, non, pas vraiment. Alors quand il y a des photos des mannequins, ils ont lieu sur le plus beau pont de Paris que vous voyez devant vous, qu'on appelle le pont Alexandre III. Si vous feuilletez des magazines de mode, souvent c'est sur ce pont. Ce pont, il a été inauguré en 1900 pour commémorer l'alliance franco-russe. Et il a été inauguré par le fils d'Alexandre III qu'on appelait Nicolas II, le dernier grand tsar de Russie de la dynastie des Romanov. You see the bridge in front of you? You know, Paris is the first town in the world for fashion. So when we have the fashion weeks, it took place inside the Great Palace on your left. When we take pictures of models, it took place on this bridge. The next bridge we have in Paris, called Alexander III. This bridge was inaugurated in 1900 to commemorate the alliance in between France and Russia. And it was inaugurated by the son of Alexander III. His name was Nikolai II. He was the last Tsar from Russia. If you look in the middle of the bridge, you can see the coat of arms of the town of Paris. It's represented with the boat. Vous voyez au centre du pont les armoiries de la ville de Paris, avec un bateau qu'on appelle les Notes, corporation des Notes. Et quand on va franchir le pont, si vous vous retournez, vous verrez les armoiries de l'Empire russe, avec un aigle bicéphale, un aigle à deux têtes. If you move your head back, when we pass the bridge, you will see the middle of the bridge, the coat of arms of the Russian Empire, with a eagle with two heads. Regardez, vous pouvez voir cette aigle bicéphale. Alors sur la gauche, vous avez des petits bateaux qui sont les bateaux des particuliers. Si vous avez un bateau ici, vous voulez le mettre à quai, il vous faudra payer ce qu'on appelle le droit d'anneau. C'est toujours moins cher que de louer un appartement dans Paris. Pour la même superficie, le bateau est moins cher. Le seul problème, c'est qu'on a des rats. Les enfants connaissent Ratatouille? Tu connais Ratatouille? Ah, tu connais pas Ratatouille? Vous connaissez Ratatouille, vous, les jeunes? Oui. Alors, si vous regardez bien, vous le verrez trottiner le long de la Seine, Ratatouille. On n'a pas qu'un rat à Paris, on a plusieurs. Il a des cousins, il a des frères et sœurs. Je vous montrerai tout à l'heure dans quel restaurant Ratatouille travaille. D'accord? You can see on the left side, just a little bit on the left, you can see the biggest square we have in Paris called the Concorde Square. But, you know, as a Parisian, I can tell you the Parisian people say this is the biggest square in the world. Don't go to them, the Parisian, I'm Parisian. They have everything bigger than the rest of the world. It's not true. It's only the biggest square in Paris. But this is a famous one, because this is on this square that during the French Revolution, we put the guillotine. You know what is a guillotine? Would you like me to show you how it works? Yes, I try on your father? No way, not at all. This is a machine to cut your head. So imagine Louis XVI and Marie Antoinette, King and Queen of France, both of them were guillotined on this square during the French Revolution. Don't be scared, no more right now. Instead, just behind the monument you see in the center, it's to hide the scaffolding, there is the obelisk. It's a gift from Egypt to France. It's a very old monument, but you can't see it. It's on renovation for the moment. It's 3,300 years old. It's about the pharaoh Ramsès II. Regardez à gauche, la plus grande place de Paris, qu'on appelle la place de la Concorde. Nous, les Parisiens, on dit que c'est la plus grande place du monde. Parce qu'à Paris, c'est sûr, on a tout plus grand que le reste du monde. On est un peu comme les Marseillais, ça c'est vrai. On reconnaît, je suis parisienne. Non, c'est que la plus grande place de Paris, mais c'est la plus célèbre. Parce que c'est sur cette place que pendant la Révolution française, on va installer la guillotine. Mademoiselle, tu sais ce que c'est une guillotine? Donc je te montre comment ça fonctionne. Oui, on essaye sur qui? Tu veux qu'on essaye? Sur qui tu veux qu'on essaye?
dire pas maintenant. Alors la guillotine, c'est une machine pour couper la tête. C'est le docteur Guillotin qui l'aura inventé. Et donc Louis XVI et Marie-Antoinette, le roi et la reine de France, pendant la Révolution française, vont être guillotinés. On va leur couper la tête sur cette même place. Hein. Aujourd'hui, ça n'existe plus, bien entendu. Hein. Vous savez que la peine de mort est abolie depuis 40 ans. Hein. À la place, on va mettre l'obélisque. Alors, on ne le voit pas parce qu'il est en restauration. Hein. C'est pour ça qu'on a mis ce portrait et pour cacher les échafaudages. Mais c'est un monument, l'obélisque, qui ressemble un peu, les enfants, à un crayon avec un petit bout, une petite pointe dorée au sommet. Hein. Cet obélisque, c'est un cadeau que nous a fait le vice-roi d'Égypte, Mohamed Ali, au roi de France, Charles X. Imaginez qu'on l'a transporté en bateau sur le Nil, ensuite sur la Seine, et qu'on l'a entreposé sur cette place. Il a fallu 3 ans pour effectuer toute cette manœuvre. Alors bien entendu, quand les Égyptiens nous ont dit « Revenez, on en a un deuxième à vous offrir », on a dit « C'est bon, hein, gardez-le. Hein. » Si vous allez à Luxor, vous verrez, il y a son frère jumeau. Hein. 3300 ans pour cet obélisque. C'est le plus vieux monument que nous possédions à Paris, mais qui nous vient d'Égypte. Hein. 3300, puisque il nous parle de Ramsès II, pharaon d'Égypte, en 1300 avant Jésus-Christ. Voilà. Alors, vous allez voir, juste après la passerelle, droit devant vous, sur votre droite, vous allez voir un dôme vert. Il s'agit de l'hôtel de Salm, qui a été construit au XVIIIe siècle et qui abrite le musée de la Légion d'honneur. Cet hôtel de Salm, vous allez le regarder avec attention, parce qu'il a servi de modèle à un bâtiment qui se trouve à Washington, D.C. Alors, je vous laisse réfléchir et vous allez me dire de quel bâtiment je veux parler. If you look on the right side, just after the bridge, you are going to see a building with a green dome on the right. This is the Hôtel de Salm, built in the 18th century. Now this is the Museum of the Legion of Honor. You know, this building was the model of a building in Washington, D.C. Do you know which one? Which building, you know, in Washington, D.C. looked like this one? Not the Capitol, the other one. Yeah, the White House, you're right. La Maison Blanche. Alors pourquoi la Maison Blanche a copié ce bâtiment? Tout simplement, c'est parce que Thomas Jefferson, qui était ambassadeur, il a vécu ici. Il a vu la construction de ce bâtiment lorsqu'il est retourné aux États-Unis. Il a demandé à ce qu'on s'inspire de ce style d'architecture pour construire la Maison Blanche. Même si la Maison Blanche a un étage supérieur, hein, c'est le même style d'architecture. You know why it looks like the White House? It's because of Thomas Jefferson, who was ambassador. He saw the construction of this building because he used to live here. When he came back to the United States, he has to build the White House, the same kind of architecture that this building. Et vous allez voir juste après, voyez un bâtiment avec les noms de villes inscrits sur ce bâtiment. Il s'agit d'une ancienne gare ferroviaire construite en 1900. Mais comme la gare est devenue trop petite, eh bien, elle sera fermée, transformée en un musée. Aujourd'hui, il s'agit du musée d'Orsay qui regroupe les artistes allant de la période 1848 à 1914. Monet, Renoir, Van Gogh, Manet, Sisley, Pissarro, Degas se trouvent dans ce musée. Tu sais comment ils fonctionnaient, les trains électriques? Non? Voilà, exactement, au charbon. Donc ils étaient plus petits. C'est pour ça que la gare, au point de vue de sa superficie, elle convenait pour des petits trains. Et quand on est passé à l'électricité, eh bien elle est devenue trop petite, la gare. C'est pour ça qu'elle a été fermée et transformée en un musée. You see on the right side this building with the name of town, Blois, Bordeaux. This was a train station built in 1900. And because the train station became too small, it was closed and turned into a museum. Today it's called Orsay Museum. So inside you can see all the artists from 1848 until 1914. Maybe you know Van Gogh. Have you heard about Van Gogh? No? Monet, an impressionist artist who painted the water lilies in the house. No. Sisley, Seurat, Degas. So later you will learn about. If you want to see the artists before 1848, you have to go inside this museum. What is this museum on the left? Do you have it on here? Alors, si vous voulez voir des artistes avant 1848, il faut aller dans ce musée. Qu'est-ce que c'est que ce musée à gauche là? Le plus grand musée au monde. Le plus grand. C'est la seule chose que nous, les Parisiens, on a de plus grand que le reste du monde. Ça commence par un L. Yes? What? Louvre. Yes, Louvre Museum. The biggest museum in the world. This is the only thing that the Parisian people have bigger than the rest of the world. Only the Louvre.
I like to imagine the Louvre has 7 kilometers of galleries on 3 levels, more than 300,000 floors. If you'd like to see everything inside the Louvre, you need to spend straight marks. Alors c'est le Louvre, bien entendu. Le Louvre, c'est le plus grand musée au monde, avec 7 km de galeries sur 3 niveaux, plus de 300 000 œuvres. Si vous voulez tout voir dans le Louvre, il faudra passer 3 jours, mademoiselle, 3 jours, 3 heures, non, 3 semaines plus, 300 moins entre les deux, 3 mois, voilà, 3 mois. Alors quelle est l'œuvre majeure dans le Louvre? Est-ce que vous savez les enfants? Quel est le tableau le plus connu dans le Louvre? Alors, la Joconde, le quotidien français, et puis c'est les Français qui l'ont appelé la Joconde. Ça vient du latin jugundus, qui veut dire joyeuse, des joyeuses, elle sourit. Mais son véritable nom, c'est quoi? Mona Lisa, exactement. Mona Lisa qui veut dire Madame Lisa. You know the famous work inside the Louvre? This is Mona Lisa from Leonardo da Vinci. The French people call her La Joconde. It came from Latin word. In Latin we say jugundus. Jugundus means happy. She smiled. But her real name is Mona Lisa. So the Louvre at the beginning was a royal palace. It was a palace built from the 16th century until the 19th century. But this is during the French Revolution, 1792, and the Louvre was grown and turned into a museum. And today, the biggest museum in the world. Alors le Louvre, c'est un palais pour les rois et les reines. C'est un palais construit du 16e jusqu'au 19e siècle. C'est au moment de la Révolution française, on est à cette période en 1792, que le Louvre sera fermé et transformé en un musée. Aujourd'hui, c'est le plus grand musée au monde. Alors vous avez aussi le plus gros diamant que l'on possède en France, se trouve dans le Louvre, qu'on appelle le Régent, 142 carats. C'est ce qu'on mettait pour le couronnement du roi Louis XV. C'est seulement le plus gros diamant français. Pour nous, les Parisiens, on est pas tellement contents, c'est pas le plus gros au monde. Et bon, on dit que c'est le plus pur au monde. Alors on se rattrape comme on peut. You can see just at the level of the bridge on the right side, you are going to see a building with a door. This is the French Institute or French Academy. This is inside that you have 40 members known as academicians. They wrote the French dictionary. Vous allez voir sur votre droite, au niveau de la passerelle, c'est ce qu'on appelle le pont des arts, qui relie l'Institut français à Louvre. Et c'est donc sur votre droite l'Institut français qui regroupe 5 académies, dont l'Académie française. C'est dans l'Académie française que nous avons nos 40 académiciens qui sont en charge de rédiger le dictionnaire français. Alors les jeunes gens au fond, là, vous avez un dictionnaire, Timothée? Un dictionnaire chez toi? Non, t'as pas de dictionnaire. Ah oui, bah, si vous commencez à mettre Google, Wikipédia, non, ça va plus. Là. C'est quoi le nom de ton dictionnaire, toi? Tu reviens d'en avoir? La roue, voilà, la roue. Petit Robert, il faut lui acheter un livre avec du papier où on tourne les pages. Peut-être en a, mais c'est quoi? Commentaire, un dictionnaire de commentaire. Bon, ça passe. Et c'est vrai qu'il faut plus sur Wikipédia. Mais c'est quand même bien, tourner les pages. Left, just a little bit further left, you are going to see an island. This is the city island, île de la Cité, on the left. This is on this island that in the 3rd century, before Jesus Christ, a population called Parisi people is too high at the end of the name. They settled on this island. And this is the reason why we call the town Paris. Sur votre gauche, l'île de la Cité, c'est là qu'au 3e siècle avant Jésus-Christ se sont établis les Parisi avec 2 petits i à la fin. Et c'est eux qui vont donner leur nom à la ville de Paris. Et les enfants, si vous regardez à droite, vous allez voir le bateau de la brigade fluviale des sapeurs-pompiers. On your right, the boat of the firemen. Et mesdemoiselles, si vous venez assez tôt le matin, vous verrez, ils prennent leur douche les pompiers le matin. Ouh là là. En extérieur aussi, c'est encore. We are going to pass under the oldest bridge of Paris. 400 years old, but you know the name of the oldest bridge of Paris? We call it the New Bridge, but this is the oldest one. Why? It's because when it was built 200 years ago,
It was the first bridge built in stone without houses on it. You know, before the British used to be in wood with houses. First one in stone was this one, and it has the name New Bridge. Hein. Alors regardez ce pont sous lequel nous passons, c'est le plus vieux pont de Paris. Le plus vieux pont de Paris, on l'appelle le Pont Neuf. Alors pourquoi on l'appelle le Pont Neuf? Alors je vais expliquer. Tout simplement parce que c'est le premier pont construit en pierre sans maison au-dessus. Autrefois, les ponts étaient en bois et c'était des maisons. Vous allez à Florence, vous voyez le Ponte Vecchio, il y a toujours des maisons dessus. Donc le premier, on lui a donné le nom de Pont Neuf. Aujourd'hui, il se retrouve être le plus vieux et n'a toujours donc le nom Pont Neuf. You're going to see on the left side the lower court. Vous allez voir sur votre gauche le palais de justice. Alors c'est là actuellement se déroule le fameux procès des attentats de 2015. Actuellement, ils ne sont pas en cours puisque c'est le férié. Et sinon, quand il y a lieu, parce que ça va durer 8 mois ce procès, et bien toute cette partie-là est fermée à la circulation. Alors là, je m'adresse essentiellement aux Français. Est-ce que vous connaissez la série 36 quai des Orfèvres? Oui? Bon, c'est une vieille série, mais enfin, c'est ici, hein, le quai des Orfèvres, juste à votre gauche. Et c'est pareil, je m'explique par avance s'il y a des fonctionnaires de police. Est-ce que vous connaissez le plus nom que l'on donne à nos, qu'on attribue à nos fonctionnaires de police quand on les appelle les poulets? Vous savez d'où ça vient, cette origine, les mots poulets? Parce que nous, on n'a rien inventé. Hein. Ça vient d'ici. Sur la gauche, se trouvait un marché à la volaille et on parlait de la maison Poulaga. Donc le nom de poulet. Voilà, tout simplement. You are going to see on the right side some green boxes lining the parapet. We call those boxes bookinistes because inside you have all books, illustrated magazine, postcards, and you can buy what is inside. And on the right, this is the district number 5. We call this district the Latin Quarter, the Latin district, because you know, since the 12th century, the students settled here and they learn at school the Latin languages. In Paris, you know, you have 20 districts. First district is in the center, and then it is described as Pira, which is the 20th district. Alors sur votre droite, c'est le quartier latin. Ça correspond au 5e arrondissement. Vous savez, Paris en compte 20. On l'appelle le quartier latin parce que tout simplement, depuis le XIIe siècle, les étudiants se sont établis dans ce quartier et ils étudiaient le latin. Le quartier latin. C'est toujours le quartier des étudiants. C'est là où on a notre fameuse université la plus connue, c'est la Sorbonne, l'université la plus ancienne qui a été fondée au XIIIe siècle par Robert de Sorbonne. Mesdames et messieurs, regardez devant vous le joyau de l'architecture typique, la façade de la cathédrale Notre-Dame. Notre-Dame a été construite de 1163 à 1345. Presque 2 siècles pour construire la cathédrale. Elle est de style gothique. Le gothique étant né ici. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la cathédrale, tu le sais? Qu'est-ce qu'il y a eu en 2019? Qu'est-ce que tu sais, toi, jeune homme? T'as une idée? Non? Non? Alors il y a eu un incendie. L'incendie qui a détruit toute la charpente, la flèche s'est effondrée, entraînant dans sa chute une partie de la voûte. Vous l'avez peut-être vu à la télévision. Hein. Tout le monde a eu peur. Hein. Tu l'as vu, oui. En vrai ou tu l'as vu à la télévision? À la télévision. Donc elle s'est malheureusement, là on est en train actuellement de la restaurer. If you look in front of you, you can see the facade of Cathedral Notre-Dame. Notre-Dame is the most important monument for the Catholic in France. The cathedral was built in 1163 until 1345. Almost 2 centuries to build the cathedral. This is Gothic, Gothic style. The Gothic was not here. This is the third monument built in Gothic. You know what's happened in 2019, the fire. The fire destroyed the roof. The fire collapsed. One part of the wall collapsed. So for the moment we are going to restore the cathedral. And we are going to restore the cathedral the same way it was before the fire took place. It means we will put a new spire. It will be the 6th one because the 5 before were destroyed by a fire. And we wish to finish the works in 2024. Why in 2024? It's because of the Olympic Games. Hein? Alors, après cet incendie qui a eu lieu en avril 2019, eh bien, on est en train de restaurer la cathédrale, mais on restaure seulement depuis 2 mois. Alors, qu'est-ce qu'on a fait entre avril
2019 et il y a 2 mois. Eh bien, tout simplement, on a consolidé la cathédrale. Parce que même si l'incendie était terminé, on a peur que la cathédrale continue à s'effondrer. Parce que qu'est-ce qui maintient les murs? Ce sont ce qu'on appelle des voûtes à croisée logique. Ce sont les arcs-boutants. Alors, les arcs-boutants, si vous prêtez attention, vous allez les voir, votre gauche. Ce sont des grandes arches que l'on a consolidées. Vous voyez, tout de suite à gauche, on voit une armature en bois pour consolider justement ces arcs-boutants. Et à partir du moment où on a terminé de consolider la cathédrale, on a dit c'est bon, elle ne s'effondrera pas, on va commencer la restauration. Donc, très au mois, on commence la restauration. Donc, ce sera une restauration à l'identique, c'est-à-dire qu'on va refaire une charpente en bois. On hésitait entre le béton aussi ou le métal, comme il y a un Chartres, la cathédrale de Chartres. Finalement, on a dit à l'identique, donc ça veut dire ce que ça veut dire, le bois. On a commencé à couper des troncs d'arbres, des chênes. Alors, je ne sais pas si dans vos régions, en tout cas, je sais qu'en Franche-Comté, en Normandie, en Seine-et-Marne, et en Bretagne, il y en a qui m'ont dit aussi en Bretagne, eh bien, on a commencé à couper ces chênes parce qu'il faut qu'ils fassent déjà 20 mètres de haut. Il faut qu'ils soient asséchés au moins pendant 1 an. Et ce sont les compagnons du Devoir ou du Tour de France qui vont effectuer cette opération. Parce que c'est vraiment une corporation vraiment professionnelle. On espère terminer les travaux pour 2024 en raison des Jeux Olympiques. Moi, je vous avoue sincèrement, parce que je fais des visites aussi à la cathédrale, là, je pense que 2024, le gros œuvre sera terminé. Mais pas les finitions, ça sera pas terminé. Mais en 2024, vous pourrez rentrer à l'intérieur de la cathédrale. Alors, qui a été couronné empereur dans la cathédrale? Vous avez une idée, jeunes gens? Non? Qui a été couronné empereur? Tu sais, vas-y, dis-moi. Napoléon, c'est bien. Comment tu t'appelles? Mélissa? Bravo, Mélissa. Tu vois, les autres, ils ne savent pas, mais toi, tu le sais. C'est bien. Il a été couronné empereur le 2 décembre 1804. Et on dit qu'il s'est auto-proclamé empereur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est couronné lui-même. Normalement, c'est le pape ou l'archevêque qui dépose la couronne sur la tête de l'empereur. Napoléon a dit non au pape. Il a dit, je ne veux pas obtenir mon pouvoir de par l'Église. Il a dit, je veux l'obtenir de par moi-même. Donc, au cas où, hein, tu vois, mais là, tu déposes la couronne sur ta tête. You know, Napoleon crowned himself inside. Napoleon I was crowned emperor inside the Cathedral Notre Dame the 2nd December 1804. Maybe you know the story. He crowned himself. Huh? You are going to see at the level of the bridge on the right, at the upper level, a restaurant. The restaurant is called the Silver Tower, La Tour d'Argent. This is inside this restaurant that we have Ratatouille. You know Ratatouille? He works inside this restaurant on the right. You know the Silver Tower, La Tour d'Argent, gastronomic restaurant. Ask your father to bring you over there. Very expensive restaurant. Regardez à droite, les enfants, voyez ce restaurant qu'on appelle la Tour d'Argent. C'est un restaurant gastronomique, mais c'est là où travaille Ratatouille. Ah, tu connais Ratatouille, toi aussi, le dessin animé. Il travaille là, avec, comment il s'appelle, Cousteau. Non, le père Cousteau, le chef, c'est Cousteau, c'est ça? Voilà. C'est là aussi où tu vas déjeuner à midi, ou ce soir, tu vas dîner là-haut. Merci, papa. La spécialité, c'est le canard au sang. Mais vous savez que, alors, vous réservez à l'avance, vous êtes sains et saufs, parce que ça va être complet. Mais il faut vous dire que le soir, quand vous venez, le propriétaire du restaurant vient vous voir si vous faites un dîner romantique et il vous dit, je vais illuminer Paris pour vous. Et à ce moment-là, Paris s'illumine parce qu'il connaît les horaires des illuminations. Voilà. À votre droite, la statue de Sainte Geneviève, la sainte patronne des Parisiens, qui aurait libéré Paris au 5e siècle des barbares Attila et les Huns. On your right, you see the statue of Sainte Geneviève, the patroness saint of the Parisian people. She liberated Paris in the 5th century from Attila and the Huns. Et vous allez voir à droite un bâtiment en aluminium et verre. Il s'agit de l'Institut du monde arabe, qui a été construit en 1985 par un architecte français dont il faut se rappeler du nom puisqu'il est mondialement connu. Il s'agit de Jean Nouvel. Jean Nouvel qui a construit aussi le nouveau musée du Louvre à Abu Dhabi. Et il a construit le musée à côté de la Tour Eiffel. Vous connaissez peut-être le musée du Quai Branly, un très beau musée aussi. On your right, you see this building with glass and aluminium. This is the Institute of Arab Work, built in 1985 by the French architect Jean Nouvel. Jean Nouvel, he built also the Museum of the Louvre in Abu Dhabi, and he built the museum nearby the Eiffel Tower, the musée du Quai Branly.
So just nearby on the right, you are going to see a very long building. This is the biggest university we have in Paris. It's called Jussieu. It's only the biggest one, not the famous one. Hein. Vous allez voir à droite donc le long bâtiment. C'est l'université de Jussieu, hein, la plus grande qu'on possède à Paris. Bien sûr pas la plus renommée, mais c'est quand même la plus grande en superficie. Et si vous venez, on voit que la salle a bien coupé là. Hein, parce que les petites places que vous voyez sur votre droite, normalement, elle n'est pas inondée actuellement avec les pluies. Hein. Ça a inondé cette petite place à droite. Hein. Habituellement, elle est à sec. Et là, c'est plus, c'est bon. Voilà, ça arrive. Hein. On a besoin d'eau, alors l'eau arrive. Hein. Peut-être pas toujours comme on le souhaiterait, mais écoutez, enfin, c'était pour vous dire que sur cette place, pas en hiver, mais au printemps, été, automne, vous avez des gens ici qui viennent vous enseigner la danse. Bon là, elle est là, c'est de la danse de l'eau, hein, ça doit être ça. Mais le tango, la salsa, ça c'est des danses qui sont tous les soirs quand il fait beau et qu'il ne pleut pas, et pas en hiver. Hein. Et si vous n'avez pas de partenaire, alors on vous enseigne gratuitement, et si vous n'avez pas de partenaire, on vous en trouve un ou une gratuitement aussi, alors tout le monde le peut. Hein. You see those small square on the right? You know when during the spring, summer, or not winter, autumn, you have some teachers, they came here to teach you how to dance tango, salsa, sometimes hip-hop, rock and roll, it depends. Hein? And it's free, and if you have no partner, we will find some for you for free also. Hein? Alors, on va faire demi-tour. À présent, we are going to make a U-turn right now. Because we arrive at the east limit of Paris, we don't go further because there is one building over the river Seine that the French people don't like, just in front of you. This is our financial ministry. We pay all our income taxes over there. Better not to pass by this building. Hein? Alors on va faire demi-tour ici parce que plus haut, il y a un bâtiment que nous, les Français, on n'aime pas du tout. Vous connaissez. Ah, on voit qui est-ce qui paye ses impôts. Hein? Oui, c'est le ministère de l'économie et des finances, c'est Bercy, là. C'est là où on paye nos impôts. Tu payes des impôts, toi? Non? Mais j'espère que tu vas en payer. Parce que si tu en payes, ça veut dire que tu travailles. Et plus tu en paieras, ça voudra dire que plus tu auras du travail. Hein? Et puis, qu'est-ce qui va payer ma retraite si ce n'est toi? Donc, je te remercie par avance. Voilà, donc on ne va pas trop s'approcher de Bercy. Hein? On va faire demi-tour ici. Et on va se retrouver dans le sens du courant, parce que la Seine, elle rentre dans Paris par l'est. Elle décrit une courbe de 13 km et elle ressort par l'ouest. L'ouest est derrière vous. Donc quand on suit le courant, votre gauche correspond à la rive gauche, votre droite à la rive droite. Là on était à contre-courant, donc c'était l'inverse. Là maintenant qu'on va se retrouver dans le sens du courant, à gauche, rive gauche. Et ma question est la suivante. La tour Eiffel, elle se trouve rive gauche ou rive droite? Qu'est-ce que t'en penses, toi? La tour Eiffel, elle serait de quel côté à ton avis? T'as essayé, rive gauche, elle est de ce côté-là. Voilà, rive gauche. Et le Louvre, il est de quel côté? Rive gauche ou rive droite? Rive droite, voilà. Une chance sur deux, c'est bien, tu suis. Alors, je vous rappelle, mesdames et messieurs, juste en dessous, juste pour vous rappeler qu'il y a un bar, vous pouvez boire quelque chose, déguster des crêpes si vous voulez. Et vous savez que si vous avez trop de vent, parce que là on va se retrouver peut-être pas souvent, vous pouvez aller en dessous. Il y a aussi des haut-parleurs. Hein. Voilà, je voulais juste vous le rappeler. You know, ladies and gentlemen, if you want to go underground, you have some loudspeaker underground. You have also crepes if you want to drink or eat something. And you have the loudspeaker underground, so you can hear what I'm going to tell you. Because the wind is a little bit more cool right now for this side. Alors regardez, on aperçoit bien le chevet de la cathédrale Notre-Dame. Hein, le chevet, c'est l'arrière, si vous voulez, de la cathédrale. Il ne manque plus que la flèche. Et vous savez que c'est dans la cathédrale aussi que s'est déroulée l'histoire de Quasimodo. Les enfants, vous connaissez Quasimodo, le bossu de Notre-Dame? Tu connais Quasimodo? Non, tu connais pas Esmeralda? Elle est trop simple pourtant, Esmeralda. Non. Ça a été un roman qui a été écrit par Victor Hugo en 1831. Où c'est un bossu qui sonnait les cloches. Alors Disney a repris cette histoire. Hein. You know, this is inside the cathedral that took place the story written by Victor Hugo in 1831, The Hunchback of Notre Dame. Hein. And on the left, you see this island.
It's called Saint-Louis Island. At the beginning it was an island for the cows until the 17th century when we decided to build a bridge that linked the right bank to this island, and it was the beginning of construction of this island. And you are going to see after the bridge on the left side, but you can see it for the moment, the building with the balconies. This is the nicer mansion we have in Paris called Hôtel Lambert, built in the 17th century. And I apologize in advance because my micro is going to make noise because of this building. Hein. Je m'excuse par avance, il va y avoir peut-être du bruit à cause de cet hôtel particulier. Regardez à gauche, le plus bel hôtel particulier de Paris qu'on appelle l'hôtel Lambert. Construit au XVIIe siècle par l'architecte Levaux. Levaux, c'est lui qui a construit le château de Versailles. Si je dis que ça va faire du bruit, voilà, ça va venir. Et je peux rien faire, hein, je suis désolée. C'est parce que maintenant, c'est la maison de l'émir du Qatar. Du frère de l'émir du Qatar. Ils ont éteint à l'intérieur pour pas que ça fasse un bruit. On va attendre que ça passe, que l'orage passe. Oui, c'est le frère de l'émir du Qatar qui habite dans ce... donc il a une antenne couleur. 1, 2, 1, 2. Ça marche, c'est bon. So this is the brother of the Emir of Qatar who live here, and that is the reason why it makes noisy. So you know Frédéric Chopin, the pianist-compositor. Chopin used to live here. Chopin was born in Poland. He died here in Paris. He has 2 tombs. One tomb in Poland, one tomb in Paris, in the cemetery, le Père Lachaise. Dans l'hôtel Lambert, ça a été la résidence de Frédéric Chopin, le pianiste-compositeur polonais. Vous connaissez certainement. Tu connais Chopin, toi? Les préludes mazurka polonaises? Non, écoutez pas. Pourtant, c'est des musiques qui sont assez... Alors là, il faut fermer les yeux quand on passe sous ce pont, les enfants, et faire un vœu. When we pass under this bridge, you have to close your eyes and make a wish. And the wish will happen with you. Allez, tout le monde ferme les yeux, on fait un vœu. Voilà. Pas pour dormir, mais enfin. Alors, sur votre gauche, sur l'île Saint-Louis, vous avez meilleur glacier de Paris. Tu aimes les glaces, toi? Oui? C'est quoi ton parfum préféré? T'en as pas? Tu les aimes toutes? Ah oui. Et toi, c'est quoi ton parfum préféré? Oh, j'adore. Caramel de beurre salé, moi aussi. C'est quoi, toi, tes glaces préférées, tes parfums préférés? T'en as pas? Passion. Oh, ils l'ont, hein. Et toi, c'est quoi ta glace préférée, Mélissa? Oui. La vanille. Alors, la vanille, c'est ce qu'ils vendent le plus. Sur l'île Saint-Louis, vous avez le meilleur glacier de Paris qu'on appelle Bertillon. Il y a plus de 100 variétés de glace et la vanille, c'est... Comment s'appelle cette jolie petite fille? Inaya, dis-moi, Inaya. Inaya. C'est quoi ta glace préférée, Inaya? C'est quoi ta glace préférée? Elle en a fraise. Ah oui, j'aime bien aussi la fraise. Et toi, c'est quoi? Caramel aussi, j'aime. Et toi, Timothy? Caramel. On va partager, d'accord? Caramel et fraise. On retrouve à droite, vous apercevez un bâtiment avec la statue des marchands Étienne Marcel. Là, juste sur votre droite, il s'agit de l'hôtel de ville de Paris. Puis en 1871, à l'emplacement d'un hôtel de ville plus ancien qui a brûlé lors des événements de la Commune. C'était une révolte. On your right, you can see the City Hall, Town Hall of Paris, built in 1871 on the site of the oldest one who was destroyed by a fire. C'est inside that we have the Mayor of Paris, Madame Anne Hidalgo. C'est à l'hôtel de ville que nous avons notre maire de Paris, Madame Anne Hidalgo. Alors pour les Français aussi, c'est pareil. Vous connaissez l'origine de cette expression qu'on a, nous les Français, on dit se mettre en grève. Se mettre en grève, ça vient d'ici. Ici, autrefois, se trouvait la grève, hein, c'est-à-dire que il y avait une pente, donc on déchargeait les bateaux ici, les marchandises se mettaient ici. Et les gens attendaient du travail, pour trouver du travail. Ensuite, ils ont été pour réclamer des meilleures conditions de travail. D'où l'expression se mettre en grève. Ça vient ici, de cette même place. I just explained about the French expression to get on track. Hein. You're going to see after the second bridge on the left side, a palace with towers.
This is the conciergerie. So it was the royal palace built in the 13th century for the Capetian kings. But you know, when the Louvre became the royal palace in the 16th century, what's happened to this one? This one was closed and turned into a jail, prison. So it should be a good jail because royal palace and a jail. And Marie Antoinette, the wife of Louis XVI, she spent 2 months in jail here. When she left, she go directly to the Concorde Square where she was beheaded. Alors regardez à gauche, et ça va faire du bruit aussi parce que ça fait partie du palais de justice. C'est la conciergerie, hein, sur votre gauche. C'est un palais royal construit au XIIIe siècle pour les rois capétiens. On parle de Hugues Capet. Quand le Louvre va devenir le palais royal au XVIe siècle, que va-t-il advenir de cette conciergerie? Eh bien, elle sera fermée et transformée en une prison. Et Marie-Antoinette, tu te rappelles de Marie-Antoinette? C'était qui? La reine. La reine de France. Lorsque Marie-Antoinette va gouverner, elle sera enfermée dans cette prison pendant 2 mois. Lorsqu'elle va quitter la prison, ce sera pour aller directement à la place de la Concorde. Et qu'est-ce qui va lui arriver à la place de la Concorde? On va la rapetisser, t'as raison, complètement, elle sera guillotinée. Alors on repasse au pont le plus vieux de Paris. Comment il s'appelle le pont le plus vieux de Paris? Le Pont Neuf, voilà, le Pont Neuf. Alors si vous regardez les sculptures qu'il y a sous le pont, on appelle ça des mascarons. Mais qui sont ces personnages de représentés sous le pont? Je vais vous expliquer. Le pont a été inauguré par Henri IV, dont vous allez voir la statue équestre de Henri IV sur votre gauche. We pass under the oldest bridge of Paris, you remember, Pont de Nivry. It was inaugurated by the King Henry IV. You can see the equestrian statue of Henry IV on the left side. Alors Henri IV, le roi qui est représenté sur son cheval, Henri IV, eh bien on l'appelait le vert galant. Alors qu'est-ce que ça veut dire le vert galant? C'était le roi qui avait un nombre incalculable de maîtresses. Et on dit, alors c'était on dit, hein. Moi les on dit, j'aime pas tellement, mais enfin, vous avez vu des personnages de représentés sous le pont. Eh bien on dit que ces personnages seraient les maris des maîtresses. Moi je ne crois pas, hein, parce qu'il y en a sur toute la largeur du fleuve, hein, recto verso. Hein, vous voyez, ça fait un peu beaucoup. Moi je pense qu'ils sont un peu présomptueux. Hein. T'as une maîtresse toi à l'école? Oh, t'en as plusieurs. Ah bon, d'accord. Alors on retrouve à droite, qu'est-ce que c'est à droite? Le Louvre. One more time on the right side, you can see the Louvre Museum. Remember, I told you the Louvre is the biggest museum in the world, but this is the 3rd most important museum in the world for the Egyptian section. The first museum for Egypt is in Cairo, in Egypt. The second one is in Italy, in Torino. The 3rd museum for Egypt is the Louvre Museum, is before the British Museum in London. So why we have so many works coming from Egypt? For 2 reasons. The first reason, it's because of Napoleon. Napoleon went in Egypt during 3 years, and unfortunately he stole work that he bring it here. But the second most important reason is because the French people, they helped the Egyptians to restore their monument, so the Egyptians pay with work instead of money. That is the reason why we have many works coming from Egypt. Alors vous vous rappelez, le Louvre, je vous ai dit que c'était le plus grand musée au monde, mais c'est le 3e musée le plus important pour la section égyptienne. Le premier se trouvant en Égypte, au Caire, le deuxième en Italie, à Turin, et le dernier, le 3e, c'est le nôtre. On est avant le British Museum à Londres. Ce qui paraît surprenant parce que on connaît beaucoup le British Museum parce que c'est grâce à la fameuse pierre de Rosette qui a été découverte par Champollion qu'on peut lire les hiéroglyphes, et cette pierre se situe dans le British Museum à Londres. Hein. Mais c'est le nôtre qui est avant le British Museum. Pourquoi est-ce qu'on a tant d'œuvres en provenance d'Égypte? Pour 2 raisons. La première, c'est Napoléon. Alors, on évitera d'en parler, parce que sinon, Napoléon, vous savez, est allé en campagne en Égypte pendant 3 ans et qu'il a, on va dire, subtilisé quelques œuvres qu'il a ramenées ici. Je dis, on évite d'en parler parce qu'il n'y a pas longtemps, on nous a réclamé des œuvres du Bénin qui étaient au musée du Quai Branly. C'était normal qu'on les restitue. Mais là, ici, je ne voudrais pas qu'on nous les réclame. Hein. Donc, de toute façon, ça risque pas. La deuxième raison, c'est que les Français ont aidé les Égyptiens à restaurer leurs monuments. Donc les Égyptiens ont payé avec des œuvres plutôt que de l'argent. D'où la présence de nombreuses œuvres en provenance d'Égypte. Alors regardez la façade du musée d'Orsay.
et regardez les horloges. Est-ce que tu sais lire les chiffres romains, toi? Un petit peu, non? Si vous regardez l'horloge, vous allez voir, il y a un chiffre romain qui est très mal inscrit, qui est inhabituel. Lequel? If you look the clock of the facade of the Orsay Museum, look at the Roman numbers. There is one Roman number which is not written between. Which one? Lequel est mal inscrit? Je vais aller voir les jeunes filles. Jeune homme, bravo. Voilà, exactement. Vous savez lire les chiffres romains? Ça m'étonne que vous... Oui, lequel chiffre est mal inscrit? Alors, toi tu le sais, Mélissa? Oui? Dis-moi comment tu écris le numéro 4. Comment tu l'écris? Bravo, une barre et un V. Et là, le chiffre 4, il est écrit avec 4 barres. Vous saviez? Bien sûr. Voilà, c'est bien. Yes, number 4. Hein? Alors, pourquoi est-ce qu'on a écrit le chiffre 4 avec 4 barres au lieu d'un V et la barre devant? Tout simplement parce que, déjà quand vous voyez cette horloge, vous savez que ce sont des horloges anciennes. Les horloges récentes, c'est le V et la barre. À l'époque, on a voulu faciliter la lecture de l'heure pour tout le monde. Donc, on a fait en 3 parties. Une première partie allant de 1 à 4, on utilisait que les barres. Deuxième partie de 5 à 8, le V et les barres. Dernière partie de 9 à 12, le X et les barres. Mais il y a une autre raison aussi. C'est que notre œil visualise beaucoup mieux jusqu'au chiffre 4. Au-delà de 4, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que quand on compte les jours, on fait 4 barres et la 5e, on la met en diagonale. Voilà, c'est pour ça. C'est une question de mémorisation, de visualisation, hein, le temps que ça arrive au cerveau. 5, c'est plus compliqué. Voilà. Il y en a qui ont jamais compris, mais bon. You know why it's the number 4 is written with 4 lines instead of 1 line? It's because, you know, when you see those clocks, you know that the clock are very old. The new clock is a V and 1 line in front of. At that time, we wanted to make easier the lectures of the time. So we divided the clock in 3 parts. First part from 1 to 4, we have only the line. Second part from 5 to 8, we have the line. Last part from 9 to 12, the X and the line. And you have to know that if you count day, we put, when you count the day, you put 4 lines and the 5th one like a diagonal. Because when you want to count, it's easier until 4. It's more difficult when you count 5. 1, 2, 3, 4, 5. So 4 and the 5th one is with the line in diagonal. On the left side, this is the National Assembly. You know, our parliament has 2 chambers, the Senate for the senators and the National Assembly for our 577 deputies. Vous avez vu à gauche, le bâtiment avec les colonnes, c'est l'Assemblée nationale qui regroupe nos 577 députés. Et vous avez aussi à gauche le ministère des Affaires étrangères qu'on appelle le Quai d'Orsay. On your left, the Ministry of Foreign Affairs, or Quai d'Orsay. And if you pay attention, on the left side, you are going to see a golden dome, just after the trees on the left. The golden dome in the background, this is the Invalides. So what is Invalides? It was the first military hospital built in the 17th century by the King Louis XIV. You can see the golden dome now. Huh? So it was a hospital for 4,000 soldiers. Today it's still a hospital for 200 soldiers. The rest of the building is a museum, Army Museum, and the tombs of Napoleon. Napoleon is buried inside this Invalide, the golden dome. Regardez à gauche, voyez ce dôme doré au loin, à gauche, c'est le dôme des Invalides. Qu'est-ce que c'est que les Invalides? C'est le premier hôpital militaire construit en France au XVIIe siècle. C'est un hôpital qui pouvait accueillir jusqu'à 4000 soldats. Aujourd'hui, c'est toujours un hôpital militaire pour 200 soldats. C'est aussi un musée, le musée de l'armée, et c'est le tombeau de Napoléon. Napoléon est enterré sous le dôme des Invalides. Alors maintenant, j'ai une question, à mon tour de vous poser une question. Est-ce que Napoléon était grand ou petit? Petit? Tu dis quoi, toi? Petit? Petit? Napoleon was tall or short? Short? Petit? Petit? What do you think? Napoleon tall or short? Short. It is a propaganda from England. I'm going to explain that. Non, c'est une propagande anglaise. C'est une erreur que tout le monde fait. Napoléon n'était pas petit. Je vais vous expliquer. Napoléon est né en 1769. Nous sommes donc au XVIIIe siècle. À cette époque,
la moyenne pour la taille des hommes en France. Parce que France, Italie, Espagne, on est plus petit que les Allemands, les Néerlandais. Il y a des exceptions, hein, il y aura toujours des exceptions. Toujours est-il que la moyenne pour les hommes à cette époque, au XVIIIe siècle, était de 1,62 m. C'est pas grand, vous me direz. Napoléon était plus grand. Il faisait 1,68 m, voire 1,69 m. On est au XVIIIe siècle. Hein. Alors pourquoi tout le monde a dit qu'il était petit? C'est parce que Napoléon se battait contre les Anglais. Les Anglais n'aimant pas Napoléon, ils le représentaient plus petit qu'il n'était. Il faisait des caricatures. Et en français, quand vous n'aimez pas quelqu'un, bon, on utilise moins aujourd'hui, mais c'était fréquent autrefois, on le traite de petit. Le petit, on le dédaigne, on le dit. Donc si moi je traduis le petit en anglais, vous savez, nous on a un seul mot. Les Anglais, ils en ont trois qu'on traduit nous toujours par le petit. Ils disent the little one, the small one, the short one. Nous on traduit par le petit, même si ça ne veut pas dire exactement la même chose. Donc eux, ils ont traduit par short, short qui veut dire petit par taille. Donc c'est la raison pour laquelle tout le monde a dit qu'il était petit. Mais Napoléon était plus grand que la majorité des hommes français à cette... Alors merci d'en parler à vos amis. Merci. So you know, Napoleon was born in 1769. So we are in the 18th century. At that time, the average for the size of the men in France, because you know France, Italy, we are shorter than Germany, Netherlands, they are taller. Huh? So at that time, the average for the men was 1,62 m. You speak in meters or feet? Meters? Okay. So 162. Napoleon is not tall, it's not high. And I am only 2. But Napoleon was taller. He was 1,68 m. He was 69. So why somebody said he was short? It's because Napoleon fight against the English. The English didn't like Napoleon, so they always portray Napoleon shorter than he was. They make a caricature. And you know in French, when you don't like somebody, you call him le petit. Le petit, if I translate in English, the French, they have only one word. The English, they have three words that we always translate it by le petit. In English, you say the little one, the small one, the short one. Even if it doesn't mean the same thing, the French always translate by le petit. So what they translated by short. It was not the good translation. That is the reason why everybody thought he was short. But Napoleon was taller than most of the men at that time in France. We are in the 18th century. So please tell your friend. Thank you. Merci. Alors on se retourne à la Tour Eiffel. Voyez sur ce pont là, cette passerelle devant, on accroche des cadenas. Vous savez, quand vous venez ici pour la première fois, bon, c'est très touristique, hein, vous mettez un cadenas, vous mettrez votre nom, le nom de votre chair et tendre, et ensuite vous jetez la clé dans la Seine et vous déclamez votre amour à votre chair et tendre. Hein. Si vous faites ça, vous jetez seulement la clé, hein, pas l'épouse, hein, parce que des fois ça arrive, on jette l'épouse dans la Seine. Hein. So, the Eiffel Tower, you remember, is 324 meters high. It weighed 10,000 tons. At the beginning was 7,000 tons, but because we had it inside the Eiffel Tower restaurant, souvenir shop, it's make it heavier. And also it's heavier because we repaint the Eiffel Tower every 7 years, and we need 60 tons of painting during 20 months. You know, we start by the top, we finish by the bottom. And until now, we never cleaned the last painting. Because if you clean the last painting, you will have painting in all the districts. So we put one layer above the other one. So since the beginning, we have 19 layers of painting. But as you can see, the color of the Eiffel Tower for the moment is not nice. Because since we have the COVID 2 years ago, we stopped to remove all the layers of painting. Because some layers of painting are made with lead, and lead is pollution. That is the reason why. So, do you know what was the first color of the Eiffel Tower? The first one. Yes, you're right. Right. Why? And you know why? No, I will tell you later. It's because it was the color of the anti-rust. Anti-rust. You know? And so Gustav Eiffel didn't need to repaint one more time. He put the anti-rust. That's it. Alors la Tour Eiffel, elle pèse plus de 10 000 tonnes. Initialement, elle faisait 7 000 tonnes. Et parce qu'on va ajouter des restaurants, des boutiques de souvenirs, elle pèse plus lourd. Et elle pèse plus lourd parce que jusqu'à présent, on repart la Tour Eiffel tous les 7 ans et qu'on a besoin de 60 tonnes de peinture. Ça en fait des tubes hein, de peinture. Et jusqu'à présent, on superposait les couches les unes au-dessus des autres. Hein. 19 couches de peinture, ce qui accentuait encore le poids de la Tour Eiffel. Mais dernièrement, pendant le Covid, on a dit on va enlever toutes les couches de peinture parce que ça pèse trop lourd. Et la deuxième raison, en
en priorité, c'est que certaines couches de peinture sont faites avec du plomb. Le plomb, c'est toxique. D'où la nécessité d'enlever ces couches de peinture. C'est pour ça que la couleur actuellement de la Tour Eiffel n'est pas belle. On enlève toutes les couches de peinture. Et quelle était la première couleur de la Tour Eiffel? Pas vert. Les filles? Quelle couleur? Rouge. Oui. Rouge. Et pourquoi c'était rouge? Alors le rouge, c'était parce que c'était... Tu le sais, Mélissa, pourquoi c'était rouge? Non. La couleur de l'anti-rouille. Ça a évité de repasser une couleur par-dessus. Et Timothée, tu sais quelle couleur sera la prochaine couleur de la Tour Eiffel? Marron? Non. On va pas remettre en bronze. Quelle couleur vous avez dit? J'ai entendu? Vert foncé? Non. Vert? Ah, loin. Vous avez visité la Tour Eiffel? Non. Ah oui. Quelle couleur la Tour Eiffel? Bleu? Non. Or? Pas loin. Or? Orange? Non. Ah, si vous ne trouvez pas, on refait demi-tour. Hein. Doré? Non. Ça va être, alors c'est pas loin. C'est jaune doré. Ça va être un jaune doré, un jaune d'or. Parce que doré, c'est un peu trop kitsch. Hein. Donc ils vont faire un jaune doré, jaune ocre, quelque chose comme ça. Alors ils ont déjà commencé. Derrière la Tour Eiffel, d'ailleurs, il y a un échafaudage. Alors des fois on le voit, des fois on le voit pas. Où ils ont commencé à repeindre une partie en jaune doré. Alors ne me demandez pas quand est-ce que ça va être terminé. Parce qu'en ce moment, on enlève toutes les couches. Juste vous signaler qu'il faut entre 20 mois et 3 ans pour repeindre la totalité de la Tour Eiffel, parce que ça dépend à la fois de la température, ça dépend aussi des pluies, hein, parce que s'il pleut, on ne peut pas, et que, bon, bah voilà, pour l'instant, il faut enlever les couches de peinture petit à petit, et puis on commence à repeindre. Moi, je pense que pour les Jeux Olympiques, hein, ce sera fini. 2024, vous pouvez revenir, vous verrez, elle sera en jaune doré. You know, the Eiffel Tower will be repainted. The next color will be yellow gold. Yellow gold, the next one. It will not be in bronze color, but yellow gold. And normally in 2024, for the Olympic Games, will be finished. Because to repaint the Eiffel Tower is in between 20 months and 3 years, depending on the weather, of the rain, etc. You see after the first floor, you have the golden name written. They are the name of 72 savants, mathématiciens, chimistes, all around. Hein. Vous avez vu les noms en lettres dorées sous le premier étage, c'est les noms de 72 savants, des mathématiciens, des chimistes, et tous sont de la période 1789 à 1889. Je demanderai aux enfants de rester assis. Please remain sitting. Okay, because it's going to move the time we are boarding.